Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change. Pour rester à l'écoute des marchés, chaque jour, vous nous retrouvez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez dans la foulée chaque soir en rattrapage, soit en replay sur bismart.fr, soit en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les résultats microéconomiques qui animent cette séance et qui portent les indices boursiers européens vers de nouveaux records pour le CAC 40, mais pour l'Europe en général, quand on regarde un indice large comme le Stock 600, avec de très belles réactions de marché à la suite des publications de Siemens, par exemple, d'EssilorLuxottica, d'AB InBev dans le secteur des boissons, de Michelin, de Legrand, et puis toujours quelques déceptions, et des déceptions qui sont sanctionnées très très lourdement dans l'univers technologique au sens large. Aujourd'hui, on pourra noter le décrochage d'une valeur comme Adyen sur le marché néerlandais dans le secteur des fintech, avec effectivement des prévisions et des résultats un peu en dessous des attentes. Là aussi, la sanction est sévère, une baisse de plus de 15% pour le titre Adyen aujourd'hui. Et puis, autre baisse notable sur la cote parisienne. Là aussi, Pauline Gratel vous apportera plus de détails dans un instant. C'est le changement de directeur général chez Sanofi qui a du mal à passer. Paul Hudson, après 6 ans à la tête de l'entreprise, va partir dès la semaine prochaine. Il sera remplacé d'ici la fin du mois d'avril par la directrice du groupe allemand Merck, Belén Garijo. Le titre Sanofi fait figure de lanterne rouge du CAC 40 ce soir. Voilà pour les sujets du moment, avec toujours l'idée que le marché est à la chasse aux perdants de l'IA et toujours ce mouvement de de-rating sur un certain nombre de secteurs technologiques. On pense bien sûr au software en priorité. Ces bouleversements de marché, que nous disent-ils, que reflètent-ils, et est-ce que la rotation qui se met en place est une rotation qui peut permettre au marché dans son ensemble de tenir? Voilà quelques questions que nous poserons à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur les marchés de crédit. Quelle stratégie fixed income pour 2026 après 3 années de renchérissement de l'univers crédit, des années de performance exceptionnelle. Où en est-on aujourd'hui et comment conduire et piloter une stratégie crédit? Nous en parlerons avec l'équipe de Sycomore Asset Management et le directeur adjoint des investissements Stanislas de Baliancourt, qui sera notre invité dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est la France qui est à l'honneur ce soir. Oui, le CAC 40 bondit de 1% pour inscrire un nouveau record et dépasse ainsi pour la première fois les 8400 points. Alors, d'où vient ce vent d'optimisme sur la place parisienne? Le CAC 40 est soutenu par une vague de bonnes publications, à savoir celle d'EssilorLuxottica, poids lourd de l'indice français qui bondit de 8% au plus haut de la séance. Oui, et puis les investisseurs n'ont pas salué que les résultats d'Essilor. D'autres publications ont trouvé grâce aux yeux du marché aujourd'hui. Oui, ceux de Legrand, Michelin ou encore Hermès. Le CAC 40 est tout de même lesté par Sanofi qui annonce un changement de directeur général qui fait trébucher le titre de 5%. Plus largement, l'Europe est globalement dans le vert. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse mesurée. Parlons des résultats d'EssilorLuxottica, effectivement, qui a bénéficié de la forte demande pour ses lunettes connectées. Le groupe a vendu 7 millions de lunettes d'IA en 2025, c'est-à-dire un bond des ventes de 260%. L'an dernier a vraiment été marqué par une envolée de la demande des objets connectés. Pour rappel, EssilorLuxottica avait démarré son partenariat avec Meta en 2019 pour sortir les fameuses Ray-Ban Meta. De nouveaux produits plus performants sont aussi en cours de lancement. Ils permettront notamment d'enregistrer en 3K Ultra HD. Au-delà des lunettes connectées, sur le seul 4e trimestre, Essilor a surclassé les attentes avec des revenus records à 8 milliards d'euros en hausse de 20%. Dans le secteur industriel, en Europe, on notera la belle publication de Siemens, là aussi, qui profite de l'infrastructure d'intelligence artificielle en général, tout comme Legrand, qui est en hausse et qui a lui aussi bénéficié de son activité dans les data centers. Oui, Legrand fait état d'un bénéfice net en hausse de 7% à plus de 1 milliard d'euros en 2025, soutenu par la forte demande en IA, les acquisitions et le dynamisme dans les centres de données. Legrand parle de performances annuelles remarquables. Michelin, de son côté, accélère grâce à des résultats meilleurs que prévus
pour le second semestre. Le groupe annonce également un programme de rachat d'actions. Les investisseurs sont séduits. Et puis le vrai luxe était également à l'honneur aujourd'hui avec les résultats d'Hermès. Le titre est en hausse de 2% au meilleur de la séance. Le groupe fait état de résultats mitigés. En 2025, les ventes progressent de près de 9% à taux de change constant à 16 milliards d'euros avec une excellente année pour le secteur américain et une année globalement solide en Europe. Le bénéfice net, en revanche, est pénalisé par une taxe imposée aux fleurons de l'économie pour éponger la dette publique de la France. Sans cette surtaxe, le bénéfice net aurait progressé de 5,5%. Côté américain, les investisseurs ont pu regarder les comptes de Cisco. Le fournisseur d'équipements réseau plonge de 8% dans les premiers échanges. Les investisseurs s'inquiètent à propos des marges. De plus, la prévision de chiffre d'affaires annuel est inférieure aux attentes. Toujours aux États-Unis, McDo fait état de son côté d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Au 4e trimestre, le titre est en hausse de 1%. Un mot de la macro avec la publication de la première estimation du PIB britannique pour le 4e trimestre, Pauline. La croissance britannique progresse de 0,1% sur le 4e trimestre, comme le trimestre précédent, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 0,2%. Après cette publication, le rendement britannique à 10 ans est resté stable autour de 4,50% et le FTSE évolue autour de l'équilibre. Pas de gros mouvement à signaler sur les marchés obligataires. Quel sera le programme à l'agenda demain pour conclure la semaine? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Coinbase et L'Oréal publiés ce soir après la clôture et ils prendront connaissance demain de ceux de Moderna, Safran et Capgemini. Côté macro, on attend l'inflation américaine du mois de janvier et la deuxième estimation de la croissance pour l'ensemble de la zone euro au 4e trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lalvé est avec nous, le directeur général de Montpensier-Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vincent Chéniaud nous accompagne, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Damien Charlet est à nos côtés également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Bon, c'est le thème du moment. Ça fait déjà quelques semaines d'ailleurs que l'obsession du marché pour chasser les perdants de l'IA s'est encore un peu plus intensifiée. On peut remonter quelques mois en arrière. La chasse aux perdants de l'IA a commencé peut-être au cours du mois de septembre ou du mois d'octobre 2025. C'est là où on a vu notamment le secteur des logiciels commencer à baisser et à déréiter par rapport au reste du marché. Damien, comment vous regardez cette phase? C'est vrai qu'il y a encore 6-9 mois en arrière, la question principale était de savoir s'il y avait une bulle de l'IA. Cette question reste sans doute valable et devant nous encore. Désormais, le marché estime néanmoins qu'on entre véritablement dans un nouveau monde, une nouvelle ère, un nouveau paradigme, et qu'il faut mettre un prix sur ce nouveau monde. Oui, alors, en fait, il y a plusieurs éléments. D'abord, sur le sujet de la technologie au sens large, bulle de l'IA ou pas bulle de l'IA, ce qu'on remarque quand même depuis plusieurs semaines, c'est que la technologie au sens large sous-performe. Donc, il y a clairement quand même un repositionnement, après on pourra détailler, mais enfin, un repositionnement et une vraie grosse, violente rotation sectorielle en dehors de la techno vers des secteurs plus diversifiés. On voit des entreprises qui publient des résultats corrects, mais enfin, on ne peut pas dire que la publication d'un Michelin ou d'un ABNBev, ça a de quoi soulever les foules. Ça mérite 5-6% de hausse? Non. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les secteurs traditionnels, alors déjà pas sensibles ou qui ne seront pas disruptés par l'IA, parce qu'il n'y aura jamais une IA qui fabriquait de la bière, mais tous ces secteurs-là, clairement, aujourd'hui, sont recherchés et leur hausse se fait par hausse des multiples de valorisation, ça c'est clair. Et à l'inverse, la baisse des secteurs des logiciels, pour mentionner eux, ça se fait intégralement par baisse des multiples de valorisation. Alors, on a eu quand même un certain nombre de publications déjà d'éditeurs de logiciels ou d'apparentés, on va dire de losers de l'IA. Ce que vous dites, Damien, ça veut dire que pour les cas des softwares, ça veut dire que les résultats sont là où le marché les attendait précédemment. Alors, ils sont là, voire parfois un peu mieux. Mais le marché, il ne se focalise pas sur les résultats d'aujourd'hui, il ne se focalise même pas sur les résultats dans 1 an ou dans 2 ans, parce que pour la plupart des sociétés, les résultats dans 1 an ou dans 2 ans, ils sont à peu près... on ne risque pas d'avoir de trop mauvaises surprises. Ils se focalisent sur les résultats de, j'en sais rien, 5, 6, 7 ans. Mais c'est vrai que les sanctions et les deratings sont extrêmement violents. On a vu des SAP rater pour 1% et perdre 15%. On a vu des Microsoft pareil.
On voit un certain nombre d'éditeurs de logiciels ou alors même de services. Un publiciste qui publie bien, un Redix qui publie bien. Il n'y a pas de réflexion sur la valorisation. On est quand même sur des baisses depuis le début de l'année pour beaucoup de ces acteurs de 30%, en un mois à peine et demi. Sachant qu'ils avaient déjà, pour certains d'entre eux, divisé par 2 en 2025. Et ces 30%, c'est uniquement de la baisse de PE. Et ce qui fait qu'on commence à avoir... alors peut-être que c'est un retour à la normale, et peut-être que c'est bien, mais je trouve qu'il y a des excès, mais on commence à avoir des secteurs très traditionnels qui, historiquement, quand je dis historiquement, c'est-à-dire sur 10 ans, se payaient moins de 10 fois les résultats, arriver maintenant à 14 ou 15 fois. Je pense à un Orange. Moi, je veux dire, à moins de 10 fois les résultats et avec des rendements à 6-7 fois, je trouvais que c'était pas cher payé. Mais globalement, l'histoire n'a pas beaucoup changé. Ok, on a peut-être un petit peu plus avancé sur la réduction du nombre d'opérateurs, mais aujourd'hui, un Orange, c'est 14 fois les résultats. Et les analystes vous expliquent que ça vaut pas 15 euros, mais que ça en vaut 19. Donc que le PE, potentiellement, il sera à 15, 16, 17 fois les résultats pour un Orange. Et à l'inverse, sur certains éditeurs logiciels qui sont maintenant, ou alors un Redix qui est à moins de 10 fois, on va vous expliquer que globalement, ça vaut, on ne sait pas combien ça vaut, mais ça vaut vraiment pas beaucoup. Donc aujourd'hui, la rotation sectorielle, elle se fait. C'est quoi? C'est un mouvement un peu réflexe? Ouais, c'est un mouvement un peu réflexe, pas très réfléchi, vous dites? Non, c'est pas très réfléchi, mais on sait que les bourses, depuis quelques années, fonctionnent essentiellement par momentum et pas par valorisation. Et avec la multiplication des gestions par panier, mais le mouvement est de plus en plus violent. Et en fait, pour les investisseurs particuliers, j'allais dire, ou celui qui va lire la presse, il a l'impression que les indices boursiers sont tranquilles et grimpent sagement. Sont au plus haut, hein. C'est décrit là aujourd'hui. Ils grimpent sagement, alors qu'en sous-jacent, il y a des gifles extrêmement violentes. Et qui sont j'allais dire qu'ils sont à un moment difficile à gérer parce que c'est que de la valorisation. C'est en général le marché, le fondamental, c'est qu'il bouge grâce à la hausse ou à la baisse des prévisions de résultats. Là, c'est pas une question de hausse ou de baisse de prévisions de résultats, c'est à combien est-ce qu'on estime qu'on doit payer aujourd'hui à un éditeur logiciel. Est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 10, et à l'inverse, un constructeur, un Vinci, un Eiffage ou un Orange, est-ce qu'on doit payer 15 ou 20 fois? Si on est vraiment dans une... La question, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, est-ce que la taille du gâteau va grossir, ou est-ce qu'il y a vraiment un risque de disruption? C'est la question que se pose le marché. Je suis d'accord avec vous, les résultats au trimestre n'ont plus de valeur. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce que ces boîtes-là existent encore avec le modèle économique qu'elles ont bâti dans 5 ans? Oui, alors après, il y a des éditeurs... et si certains, et quand on répond non, c'est sûr que la baisse peut aller encore très loin, quoi. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui réponde non, mais il y a un certain nombre d'éditeurs où effectivement, on se pose la question. Mais honnêtement, si vous prenez l'exemple de SAP, SAP qui est quand même un éditeur de logiciels extrêmement complexe, extrêmement complet, qui gère toute la vie d'une entreprise, des stocks, au flux, au personnel, aux commandes, à tout ce que vous voulez. Est-ce que demain, un client de SAP, ok, SAP ça lui coûte cher, mais est-ce que demain, un client de SAP va prendre j'allais dire un truc, c'est pas bien, qui a été développé sur base de l'intelligence artificielle et qui va gérer toute son entreprise. Quand on a mis des années à mettre du SAP partout dans sa boîte, effectivement, est-ce qu'on a envie de rayer tout ça d'un trait de plume c'est quand même un risque. Et un patron qui prendra cette décision-là, il le prendra il jouera sa tête. Donc est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire? Honnêtement, j'en suis pas vraiment convaincu. Sébastien, comment vous regardez cette séquence un peu massue, il faut le dire. C'est vrai que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de discrimination, comme le disait Damien, mais le de-rating est quand même très très violent et les baisses déjà consommées sont lourdes pour ce secteur des logiciels qui a été un secteur darling à un moment, il faut le dire aussi. Déjà, il y a une expression, on dit les vaches sacrées font de très bons burgers. Donc là, on est en plein dedans. Moi, j'ai débuté dans cette industrie en tant qu'analyste. Et le Japon, c'est d'actualité. On me disait, putain, je disais, c'est très cher les actions japonaises. On m'avait dit, cherche pas, c'est le Japon. Je dis, ok, très bien, j'avais 25 ans, je cherchais pas. Voici, je cherchais, mais on m'a dit, cherche pas. Et autre secteur que tu connais bien, c'est les médias. Je dis, je trouve ça très cher, les médias. Cherche pas, c'est les médias. Donc voilà, ça va, ça vient. Adobe, par exemple, aujourd'hui, c'est 10 fois les résultats attendus sur 12 mois. C'était 40 fois il y a quelques trimestres. Donc la décroissance et le de-rating, il est réel. Moi, je pense qu'il est totalement justifié.
parce qu'en réalité, la croissance, au même titre que le marché a re-raté les valeurs de défense, parce que avec ce qui s'est passé, il y a un new normal qui fait que la croissance à long terme, malheureusement, elle est plus élevée, ce qui fait un re-rating. Là, on est sur un sujet qui a accéléré encore les dernières semaines, mais pas pour rien, hein, parce que Cowork de Claude bien sûr. est arrivé, tu as Cloudboat, tu as tous ces sujets-là, et quand tu discutes un peu avec Et des nouveaux modèles, des nouvelles fonctionnalités, il va y en avoir encore. Hein. t'explique même qu'en réalité, l'usage de ton téléphone et de la technologie sera totalement agentique, et que, en fait, il y a toute une infrastructure qui est en train de changer. Donc moi, je pense que tous les logiciels applicatifs, il y en a pas mal des cotés en bourse. Je pense qu'effectivement, là, leur valeur terminale, si elle n'est pas à zéro, ben faut pas y toucher. Mais on pensait que ça allait se faire Non, mais ça va dans le plus temps. vite. Ce qui est frappant, c'est que le marché veut Non, tout de suite. non, mais alors, après, il y a deux sujets. Alors, en fait, le problème, c'est que je pense que le marché se trompe dans la durée et dans le temps. Mais sur le final, enfin, il n'y a aucun de nous ici qui peut être affirmatif. Mais en tout cas, à partir du moment... Le endgame, le marché joue le endgame, En fait, peut-être un peu vite, mais en tout cas, s'il joue la fin de l'histoire. Mais moi, je crois que le de-rating, il est justifié. Parce que ce qu'on croyait établi ne l'est pas. Et qu'il y a des nouvelles façons de faire. Et qu'il y a Puis après, il faut regarder les valorisations de ces boîtes. On partait peut-être d'un peu haut. On part quand même de très très haut. Enfin, les logiciels ont dirité massivement depuis 2-3 mois. Enfin, mais on partait d'un PE moyen à 35 fois. Hein. Là, on a 25 fois. Oui, plusieurs fois le chiffre En fait, d'affaires. alors après, moi, mon vrai sujet, c'est ce que tu as un peu mentionné. C'est que vous connaissez le PER forward de Walmart? Aujourd'hui, non, mais peut-être à 30. 45 fois. 45 fois, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est cohérent de payer un distributeur, certes global, certes de qualité? Et peut-être que l'IA, c'est plus de croissance pour Walmart demain, non? Je sais rien. Enfin, je sais pas, mais à la meilleure fin, optimisation et c'est peut-être plus de ventes à l'arrivée. Hein. Ce qui s'est passé sur pas mal de ces sociétés aussi, c'est que ils sont très présents dans le digital aussi, Walmart. Si on prend le cas de Dassault Systèmes, par exemple, la réalité, c'est que le de-rating, il est aussi justifié par le fait que là, il n'y a pas de croissance ou très peu. Ah oui. Donc voilà, donc en fait, c'est des sociétés qui, souvenez-vous de Iliad en bourse. Xavier Niel l'a retiré de bourse, mais pendant des années, c'était une darling parce que la pénétration de la DSL, puis de la fibre, puis du mobile, puis du machin. Seul telco qui avait une statut de croissance, de valeur de croissance. Et à un moment, tout ça plateau, et après, ça baisse. Et donc, le multiple qui était à X fois, c'est le pire dans une histoire boursière, un de-rating, parce que généralement, ça s'accompagne du ralentissement de la croissance. Donc, quand tu es au pic, tu te trompes sur le multiple de long terme et sur la croissance des 3-4 prochaines années qui finalement va être inférieure à ce que tu pensais. Donc c'est pour ça qu'un cours de bourse peut baisser en réalité x3, enfin de 60-70%, sans que fondamentalement ça soit totalement injustifié. C'est une forme de signe noir en fait, où une fois que tu le constates, tu dirais que la croissance est un peu... Donc moi, les boîtes de logiciels... C'est un changement de statut. Moi, je pense. Et la technologie, donc ça a été accéléré par Palantir, qui a dit dans un communiqué que ils avaient une IA, ils n'avaient pas une IA qui était capable d'intégrer un ERP en 15 jours. Évidemment que c'est une idiotie, évidemment. Mais est-ce que les nouvelles sociétés, pas celles qui sont construites aujourd'hui, on disait souvent, un directeur informatique peut pas se faire virer quand il achète IBM. Ou le Gartner, ça les a protégés pendant longtemps. Ouais. Mais les nouvelles générations de boîtes, est-ce qu'elles vont prendre Atos Software pour le logiciel de DRH? La réponse est évidemment non. Pas avec ces marges, pas avec ces prix-là. Ouais. Est-ce que ça sera... Parce que en fait, c'est pas des trucs qui sont super sexy en plus à regarder, hein, les Excel améliorés et tout. Donc moi, je pense que les nouvelles générations d'entreprises, elles seront pas structurées pareil. Et quand tu dis on fera pas un truc d'IA aujourd'hui, mais moi je me rappelle au début, Internet c'était nul parce que c'était lent. Plus près de nous, la blockchain, c'est naze, c'est pour les geeks et c'est pour les trafiquants de drogue. Toutes ces nouvelles technos au début, tout le monde en dit du mal. Ah ouais. Et on surestime. Il y a un mouvement de hype et puis il y a un mouvement après, un peu de rejet ou de réticence. On surestime toujours les effets court terme et on sous-estime les effets long terme. Donc là, dans le de-rating du soft, j'ai peur que ça continue un peu. Alors Damien et puis bien sûr Vincent. Ouais, juste en deux mots. Moi j'ai toujours la faiblesse de penser que les très grands groupes, que ce soit dans les logiciels ou que ce soit dans l'automobile comme un Volkswagen, ils ont les moyens
et ils ont les développeurs pour trouver des solutions. Alors, j'entendais des gens qui disaient « Ah oui, mais s'ils développent, comment ils le monétisent ?» Le sujet, c'est pas qu'ils le monétisent. Le sujet, c'est juste que, de toute façon, leur logiciel, il progresse de manière linéaire et tout le temps. Et donc, moi, je pense que, quand même, malgré tout, les gros éditeurs, dans certains cas, ils ont les moyens de se défendre et les moyens de développer des solutions d'intégrer, internes. d'industrialiser l'IA et de la diffuser dans les Exactement. entreprises là où ils sont présents. Non, mais Exactement. il y a Donc, peut-être des cas où ça se passera comme donc ça. je ne pense pas que tout le monde se fera nécessairement disrupter par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on pense... Enfin, rappelez-vous des banques et des fintechs. Les fintechs devaient balayer les banques. Bon, mais on voit comment ça s'est terminé. Puis je vous cite là aussi, Sébastien, parce que j'adore cette formule que vous avez. À la fin de l'histoire, toutes les boîtes finissent par se payer 10 fois les 10 fois les bidas. J'adore cette phrase. Bon, Vincent, on a dit plein de choses, mais il y a beaucoup à dire sur l'aspect marché. Et puis, on pourra dire un mot aussi de l'aspect macro. Est-ce qu'on commence déjà à voir, puisque tout a l'air d'aller plus vite, en tout cas du point de vue du marché, est-ce que là aussi, on commence à avoir des évidences que l'IA pénètre les entreprises avec des conséquences potentielles sur l'emploi qui pourraient être lourdes? On s'y est un peu préparé, mais est-ce que ça arrive là aussi plus vite que prévu? Non, mais je partage tout à fait l'idée que, alors, il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs qui sont dans l'œil du cyclone, les logiciels, services aux entreprises, services financiers également, médias. Hier ou avant-hier, il y a un outil de tax planning aux États-Unis qui sort. Je ne sais même pas si les gens sont allés l'essayer, mais rien que le fait qu'il y a un nouvel outil qui sorte, boum, toutes les boîtes de brokerage, les Schwab, etc., ont perdu 5-10%. Oui. Donc ces secteurs sont dans l'œil du cyclone, mais je partage tout à fait l'idée que là-dedans, il y aura des gagnants et des perdants. Et les gagnants seront ceux qui seront capables d'intégrer efficacement, rapidement l'intelligence artificielle et de le monétiser. Mais certaines boîtes seront en position de le faire. Alors, à contrario, il y a des secteurs aujourd'hui qui semblent plutôt protégés. Énergie, par exemple, utilities, infrastructures. Même elles en profitent. Elles en profitent. On peut même penser, en allant un peu plus loin, au secteur du luxe, par exemple, immobilier, construction, la défense. Tous ces secteurs sont relativement protégés. Et je pense que le maître mot dans ce contexte, c'est effectivement de diversifier. Bon, on voit sur le S&P, par exemple, que le S&P équipondéré surperforme très nettement l'indice S&P lui-même. Et je pense que pour traverser ces turbulences, cette diversification est effectivement nécessaire. J'aime bien rappeler ce qui s'est passé en 2000, même si je vois des différences très importantes. En l'occurrence, à l'époque, le boom de la tech n'était pas baqué par des profits aussi vertigineux qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on est beaucoup moins dans un contexte de bulle que dans l'année 2000. Mais j'aime rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que donc, le Nasdaq a touché son point haut en mars 2000. Il a fini l'année en baisse de 40% et en baisse de 50% par rapport à son point haut du mois de mars. Par contre, le S&P équipondéré a continué de monter. Il a fini l'année à plus 10%. Alors effectivement, ensuite, quand le crack a commencé à générer des fortes inquiétudes sur l'économie... Ça a tout emporté. Ça a tout emporté. Mais dans la première phase, vous dites, c'est quand même resté un phénomène assez circonscrit à la tech. Et les indices équipondérés ont très bien résisté et même continué à bien performer. Donc il me semble que cette stratégie de diversification est nécessaire et bienvenue. Et après, effectivement, si on parle du point de vue macro, je pense qu'il faut garder en tête que l'intelligence artificielle va, et je l'ai dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau, va générer des gains de productivité très forts. On a montré que historiquement, une forte hausse du CAPEX, des dépenses d'investissement dans le secteur de la tech, au niveau macro, est suivie par une accélération des gains de productivité. Durable. Durable. Quelque chose de durable dans durable et fort. Le boom de productivité. Et la productivité, c'est plutôt bon pour les profits. Donc je pense qu'au niveau macro, oui, on voit de la rotation, on voit des turbulences, mais c'est pas une histoire qui est mauvaise pour les actions. Donc vous achetez Kevin Warsh. Vous achetez Kevin Warsh, là, de ce point de vue-là.
Vous êtes d'accord avec l'idée, c'est sa conviction, c'est ce qu'il veut défendre visiblement à la tête de la Réserve fédérale américaine, qu'il y a quelque chose de soutenable qui est en train de se déclencher en matière de productivité aux États-Unis. C'est l'histoire de Greenspan, la productivité va maintenir l'inflation sur des bas niveaux. Alors après, le problème, n'empêche pas de monter les taux quand même dans la fin des années 90. Oui, alors le problème c'est que les gains de productivité, ça veut dire un taux neutre éventuellement plus haut également. Donc est-ce qu'on peut utiliser cet argument pour dire, avant même qu'on voit une baisse forte de l'inflation, il faut baisser les taux? Je pense qu'il aura un peu de mal à convaincre le comité. Mais effectivement, nous sommes positifs, optimistes sur les gains de productivité à venir. Ouais. Sébastien? Non, je disais que ça ne marchait pas pour les dépenses publiques. De quoi Que l'augmentation des dépenses publiques ne crée pas de gains de productivité. Pas d'investissement en capital. Oui, non, mais... au CAPEX. Non, on ne voit pas le même lien au niveau macro. Qu'est-ce que, enfin, je reprends votre parallèle de 2000, mais la rotation de marché, là, effectivement, elle est solide. Elle permet quand même d'envisager que le marché dans son ensemble tienne, ou est-ce qu'il y a un risque de voir cette crise de la tech, entre guillemets, emporter aussi le reste du marché? Alors, je pense qu'il est trop tôt pour parler de crise de la tech, parce que le Nasdaq perd quoi? Peut-être 1% depuis le début de l'année. Donc c'est vrai qu'au sein du Nasdaq, on a des valeurs qui baissent beaucoup et d'autres qui performent. Donc il y a une grande dispersion, mais pour l'instant, on ne peut pas parler de crise de la tech. Alors après, si effectivement le Nasdaq accélérait à la baisse l'indice lui-même, ça soulèverait des questions sur le cycle économique et notamment tous les capex qu'on a vus, qui ont toutes les dépenses d'investissement qui ont fortement soutenu le PIB américain. Est-ce que tout ça serait remis en cause? Là, ça pourrait être un risque, mais on n'en est pas là. Non, j'entends. Comment on s'expose à cette dimension technologique en intégrant le risque qui est en train de prendre forme, c'est-à-dire le risque de changement de statut, de profond, durable. Et il faut bien en même temps participer à cette révolution de l'IA. Après, dans les publications qu'on a eues, on a vu que Microsoft avait baissé, mais principalement parce qu'ils avaient déçu sur le cloud. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que la déception était liée au fait qu'ils avaient réservé une partie de leur infrastructure pour des besoins internes et pas pour des clients externes. Donc s'ils avaient fait l'inverse, ils auraient fait la croissance attendue. Et dans le même temps, Meta, je crois, a une publication qui a été saluée parce que le marché a reconnu que les investissements en IA avaient été source d'optimisation de la publicité et donc de business. Après, le problème de la tech, c'est que 30% du poids, c'est les 7 magnifiques et qu'elles sont pas très chères, elles. Donc en fait, on n'est pas du tout sur une bulle, mais elles ont même d'irrité, et que la plus grosse d'entre elles, c'est Nvidia, et vu les 600 milliards de capex dont on parle en 2026... Pas de raison qu'elle se rate sur la prochaine publication. Elle se ratera pas sur la prochaine publication, ça c'est une évidence. Donc, parce que c'est calé déjà, sauf mais il faut rester sur le thème des pelles et des pioches, de l'infrastructure. Il faut pas changer encore. L'avantage des pelles et les pioches, c'est qu'elle s'est diversifiée. C'est des secteurs qui intéressent ces personnes il y a encore quelques temps. C'est l'énergie... Nous, on a un fonds climat, par exemple, 45% des boîtes dans le fonds climat font partie des paniers Goldman de l'IA. Et Damien en parlait. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que... Et c'est des parties importantes de leur business aujourd'hui. Je prends Legrand, c'est pas de l'énergie pure, mais Legrand, c'est maintenant plus de 20% de l'activité dans les data centers, quand c'était zéro il y a moins de 10 ans. Legrand, Schneider, toutes ces sociétés-là, parce que la qualité de l'électricité pour les data centers doit être parfaite, ce qui implique des investissements en amont faramineux, et ça va continuer. Donc, en réalité, il y a plein de sujets géostratégiques. Donc ça relance le renouvelable, quoi. L'IA relance le renouvelable. Relance l'énergie, et le nucléaire et tous ces sujets. Sauf que la zone du monde qui sera excédentaire en énergie, c'est pas nous, c'est la Chine. Donc il y a plein de sujets là-dessus. Donc effectivement, rester exposé sur les pelles et les pioches. Et sur la partie, quand est-ce qu'on fait du bottom fishing en mauvais français? C'est ce qu'on disait en analyse financière, ex-analyse financière, c'est que dans un DCF, donc une valorisation par DCF, des fois tu te dis que si tu as une valeur terminale à 0, il te reste plus que les cash flows. Une boîte c'est une boîte polémique comme Téléperformance, aujourd'hui c'est 3 milliards de capitalisation boursière, 900 millions de free cash flow attendus en 2026. D'accord. Donc, tu as 3 fois le free cash flow. Bon, il y a de la dette aussi, donc ça fait mais ça fait une boîte qui vaut 3 fois son EBITDA, qui a à peu près autant de dette que de capitalisation. À 3 fois l'EBITDA, la boîte, faut qu'elle meure vite
pour qu'on retrouve Pour que le marché ait raison. Ouais. non, mais pour qu'on retrouve Ouais. pas son argent. Oui, oui. Et quand vous regardez les analystes et la société, donc peut-être que tout le monde se trompe, il y a de la croissance attendue, et surtout, c'est des boîtes qui intègrent la techno, c'est déflationniste depuis 30 ans, en fait. Ça fait 30 ans que On leur en a métier- parlé déjà ici avec vous. ouais, Voilà, ouais. donc ça veut dire, je pense qu'il y a des Bah, qu'on a vu d'autres, des révolutions il y a des technologiques. paris bien sûr. sur les ESN, les Sopra, tout ça. Aujourd'hui, on a 8 fois les résultats. Ouais. Et dernière fois que j'ai Et ces regardé... boîtes-là, quand vous discutez avec elles, ils sont conscients de l'enjeu, ils sont, enfin, je veux dire, ils ont conscience de ce que l'IA va impliquer, peut-être comme transformation pour eux, etc. Ils en parlent comment aujourd'hui? Ouais, enfin, la réalité, c'est que l'IA, c'est une transformation pour leurs clients, parce que toutes les boîtes qui t'expliquent qu'elles vont faire l'IA avec leur data, elles ne sont pas structurées pour. Donc, enfin, il y a très peu de grandes entreprises qui sont structurées pour utiliser la donnée. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin d'investissement en service pour ça. Alors peut-être qu'il y a un investissement pendant 5 ans et qu'après le... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des sociétés qui a 8 fois les résultats. Et ben, tu as quand même beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dedans. Donc, Ouais. donc voilà. Donc mais le marché s'en fout. Ouais. La valorisation n'est pas un facteur suffisant. Donc il faudra une nouvelle pour que le momentum s'inverse. Et ça, le problème de nous, pauvres gérants, c'est de la nouvelle, tu la sais une fois qu'elle est passée. Et si tu l'anticipes, ton coût d'opportunité est massif. Donc c'est pas facile. Et c'est pour ça que les gens sont momentum, en fait. Parce qu'avoir raison avant les autres sert à rien. Damien, comment on construit effectivement des allocations, des portefeuilles pour traverser des mouvements de marché qui peuvent être très violents, imprévisibles? Ouais, effectivement, la diversification, c'est important, mais la diversification sectorielle fait pas tout, même si aujourd'hui, on voit bien, et ça faisait des années qu'on n'avait pas vu que ça aide, parce que à chaque période, il y a eu des secteurs qu'il fallait absolument avoir, sinon on allait nulle part. Mais là où je veux peut-être mettre l'accent, c'est que, alors, je veux pas paraître trop pessimiste, au niveau économique, je pense pas qu'il y ait lieu d'avoir une inquiétude particulière, parce que globalement, les économies mondiales se portent bien et les entreprises devraient avoir de la croissance de bénéfices, que ce soit par du chiffre d'affaires ou par de l'amélioration de productivité. En revanche, ce qui m'inquiète plus, c'est la situation politique américaine et ce que ça pourrait avoir comme impact sur la parité euro-dollar. Et les déclarations que Trump a faites début février il disait même pas, il faut que le pays reprenne le contrôle du processus électoral, il faut que les républicains prennent le contrôle du processus électoral. Après, je passe il a récupéré les données de Géorgie pour pouvoir démontrer à tout le monde qu'il s'est fait... parce que je ne doute pas une seconde que dans les semaines qui viendront, il dira qu'il s'est fait voler son élection il y a 4 ans parce qu'en Géorgie, il avait gagné. On voit des notes de brokers, mais dignes d'analyse de marché émergent pour expliquer le système électoral aux États-Unis. Ouais. Non, le président ne peut pas annuler les élections de mi-mandat. Oui, les systèmes de vote sont contrôlés par les gouvernements locaux. Non, mais Oui, ça, obligé c'est la théorie. d'expliquer C'est la théorie. les bases quand même du fonctionnement du système électoral aujourd'hui. Oui, On est très rassurant de voir ce genre de notes de recherche à destination de clients qui se posent donc la question, quoi. On est bien d'accord, mais il y a plein de choses que Trump a faites depuis 4 mois qui ne sont pas autorisées normalement et qu'il a faites quand même. Ouais, bon. Et on va quand même... Il a quand même... Et donc le risque pour vous, c'est toujours le dollar, quoi. Le risque, c'est que si jamais il fait quelque chose de maladroit, on va dire ça comme ça, sur les élections de mi-mandat, il a intérêt à gagner parce que sinon il peut avoir pas mal de problèmes. Je pense que le mouvement actuel de début de défiance vis-à-vis du dollar, qui se retrouve par exemple dans la part de marché du dollar dans les réserves de beaucoup de pays d'investisseurs, ce mouvement il va s'accélérer et le dollar peut très bien chuter très fort à ce moment-là. Et ça change la donne sur beaucoup de sujets. Alors ça change la donne pour un investisseur européen, évidemment, qui investit aux États-Unis. Ça change la donne pour les résultats des entreprises européennes, comme on l'a vu en 2025, qui ont quand même globalement perdu une grosse partie de leurs bénéfices à cause de la baisse du dollar. Et ça nous donne envie de diversifier dans les pays émergents. Et pourquoi pas un petit peu plus en Europe aussi, et d'avoir moins d'États-Unis. Même si on sait qu'avoir moins des États-Unis, c'est un gros mot. Acheter de l'Inde, acheter du Brésil, acheter de l'Asie d'une manière générale. Il y a encore des marchés où il y a des opportunités à notre avis, notamment le Brésil. Et c'est quand même un très bon moyen de se décorréler potentiellement un peu de si jamais il se passe des choses sur le dollar. Bien sûr. Et ça, effectivement, donc, on trouve que c'est une diversification aujourd'hui
qui va être très importante à notre avis dans les 6 prochains mois. Sur la macro américaine, la partant de cette idée que vous développez du choc de productivité, qu'est-ce que ça veut dire pour 2026? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Fed? Et est-ce que la nomination de Kevin Warsh, qu'on a présentée comme étant orthodoxe, est-ce que c'est une nomination qui vise justement peut-être à limiter aussi le risque sur le dollar du point de vue de l'administration américaine? Probablement, parce qu'il est considéré, Kevin Warsh, comme quelqu'un de crédible à la Fed et avec des tendances plutôt hawkish, plutôt faucon. Donc ça a aidé à stabiliser un peu le dollar. Je suis d'accord que la baisse du dollar est un facteur de risque, un facteur de déstabilisation en 2026. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. C'est favorable aux marchés émergents. Après, avec un petit bémol quand même, c'est que cette vue à la baisse du dollar est peut-être consensuelle, assez consensuelle. On la voit notamment dans le prix de la volatilité sur le dollar. Il y a un skew clairement à la baisse. Même chose sur le sterling. Donc le marché est assez négatif sur ces devises-là. Donc c'est déjà en partie dans les prix. Ce qui est peut-être moins dans les prix et à surveiller, c'est le marché de taux qui est extrêmement calme. Les rendements longs sont dans des fourchettes étroites, en tout cas sur les marchés occidentaux. Ça a davantage bougé au Japon notamment. Mais là, on a quand même des nouvelles économiques qui sont solides aux États-Unis. On peut mentionner le rapport sur l'emploi qu'on a eu mercredi, mais on a eu également récemment l'ISM manufacturier qui, pour la première fois depuis longtemps, repasse au-dessus 50. Si on regarde les composantes un peu leading, comme avancé, pardon, comme les commandes moins les stocks, ça pointe également vers le haut. Donc ça, c'est plutôt bon. Et donc l'économie américaine se tient bien. La grande incertitude pour moi, point d'interrogation, c'est l'inflation sur laquelle on a des signaux vraiment contradictoires. Par exemple, les enquêtes ISM ont des indices de prix qui restent très élevés et qui sont plutôt inquiétants. Par contre, on a cet indice, par exemple, Trueflation, qui est une mesure quotidienne d'inflation qui récemment a fortement baissé. Donc mesure alternative, c'est pas une donnée officielle. C'est pas une donnée officielle, mais mesure alternative d'inflation, alors qui a tendance à exagérer les tendances, mais plutôt à anticiper quand même les tendances, qui elles pointent vers le bas. Donc je pense que le chiffre d'inflation demain va être très important. On a déjà eu une surprise positive sur l'emploi cette semaine. Si demain les chiffres d'inflation se surprenaient à la hausse, ce qui est très très fréquent au mois de janvier, pour les questions de variations saisonnalité qui ne sont pas forcément bien capturées par les analystes, ça pourrait mettre un peu de pression sur les taux longs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les taux longs. On a des vues de duration qui sont relativement neutres, mais je pense que ça peut bouger à ce niveau-là. On a une fourchette très étroite sur les treasuries ou sur le Bund. Si on en sort, ça peut être perturbant. Et c'est ça. Le risque est plutôt de repartir sur un mouvement de pontification encore par la partie longue. Oui. Ouais. Bon, on peut reprendre aussi quelques autres résultats. Je sais pas, qu'est-ce qui a pu retenir votre attention, Sébastien, dans les contacts entreprises, les résultats. Alors, il y a Ipsen, je sais que vous me parlez régulièrement de la santé, comme étant là aussi, alors un secteur immune de l'IA, ou en tout cas un secteur qui peut même être gagnant de l'IA. Ça bénéficiera clairement de l'IA, donc c'est partie des secteurs qui bénéficieront. Donc c'est structurellement un secteur pour moi à acheter, parce que le couple croissance-valorisation n'a jamais été aussi attractif pour le secteur de la santé. Par contre, le secteur de la santé a le désavantage d'être très dollar. Donc c'est une des raisons pour laquelle il a 50% de la demande est aux États-Unis. Ouais, en fait, pour ça qu'il a mal fonctionné depuis plusieurs mois. D'abord pour des raisons réglementaires, parce que Trump a eu son effet de baisse des prix. C'est le seul moment où il a valorisé la France, en disant qu'il fallait que les médicaments soient aussi peu chers qu'en France. Ça vendit aussi peu cher qu'en France. Et du coup, il y a plein de médicaments qui ne sont plus vendus en France, accessoirement, pour ces raisons-là. Et une croissance qui, on l'a vu avec les anti-obésité, des produits, des blockbusters venus chambouler des parcours boursiers. Donc je pense que ça, on va le voir de plus en plus. Et sinon, sur les taux, s'il y a une poursuite de la pontification, c'est toujours très bon pour les banques. Donc il y a des secteurs, les banques restent relativement peu chères. Elles peuvent gagner de l'IA aussi. Enfin, l'IA, ça peut être perçu comme un secteur gagnant de l'IA. Le problème des banques, on le sait, notamment les banques françaises, c'est qu'elles ont beaucoup plus de monde qu'elles ne devraient en avoir.
pour des raisons historiques d'anciennes. Il y a un potentiel d'automatisation d'un certain nombre de tâches. Il y a un vrai potentiel, Ah ouais. c'était des entités éminemment politiques, du fait de leur histoire. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont... Et après, est-ce qu'elles ont un risque? On l'a vu, parce que dans l'extension des paniers vendeurs sur l'IA, on a eu les fintech aussi, qui ont été baissés, les services financiers qui ont été attaqués, le private equity aussi, qui a été les private equity cotés, qui a été gros sponsor du software depuis des années. Et vous savez pourquoi cash flow, récurrence, visibilité. Donc il y a énormément de LBO dans le software. Et donc moi qui suis avant tout un gérant d'actifs cotés, je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que l'avantage d'un fonds comme les nôtres ouverts, c'est qu'on peut arbitrer. Des fois trop tard, mais en tout cas on a besoin d'arbitrer très régulièrement nos portefeuilles et qu'on n'est pas coincé avec des sociétés à des valorisations historiques qui n'arriveront plus, parce que c'est ça un de-rating, c'est-à-dire que la valeur d'entrée, elle n'existera plus parce qu'il y a eu un changement structurel d'industrie. Et là sur les softs, c'est quand même ce qui est en train d'arriver. Donc, il faut vraiment bien faire son boulot. Il y a du PI, il y a de la private debt. Enfin, c'est vraiment un secteur qui a concentré effectivement beaucoup de financement privé. Donc, je pense que notamment, je vais faire un peu de pub sur les micro-small cap industrielles européennes. Pas de problème de dollars, diversification sectorielle forte, beaucoup d'industries, beaucoup de cycles courts. Là-dessus, Trump aide bien parce que il force les gens à réfléchir et à être un peu plus souverains dans leurs choix. Et donc c'est très bon pour les small mid. Donc entre des PME en private equity et en côté, là je pense qu'en côté on fera des meilleurs. Le côté retrouve de la compétitivité, on va dire, face à un private equity qui est encore un peu collé. Oui, Damien, non vous avez... Oui, alors je pense que la gestion active retrouve d'autant plus de compétitivité que enfin, j'allais dire cette année, même si on a tous ces mouvements sectoriels et ces grosses rotations, on a quand même, notamment aux États-Unis, enfin une bonne part de la cote qui surperforme l'indice, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la value, c'est même la value qui monte aux États-Unis là. Vous avez un marché qui est pas un marché de destination value. Non. Mais effectivement, cette rotation, elle se déverse sur les autres secteurs, sur les autres tailles de capis, sur les autres pays. Ça bénéficie à l'Europe qui surperforme maintenant depuis quand même pas mal de mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et aux États-Unis, pour finir, il y a plus de 60% des valeurs qui surperforment l'indice, alors que depuis 3 ans, on dépassait à peine les 30%. Donc pour des gens d'actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un portefeuille qui est un peu diversifié, vous pouvez battre les indices. Après, sur le secteur de la banque, moi je suis complètement d'accord. Le secteur de la banque, c'est vrai qu'il a eu une performance qui paraît incroyable. L'année dernière, il fait 80%. Il ne vaut que 11 fois les bénéfices pendant que le marché vaut 16. La pontification est un avantage. Si l'économie tient bien, ça veut dire que les volumes, normalement, n'ont pas de raison non plus de mal se comporter. Si on rajoute par-dessus un peu de dérégulation, ce qui pourra arriver pour essayer de concurrencer un peu les Américains. En tout cas, pas plus de régulation, déjà. Donc, la banque, ça peut continuer à bien fonctionner. Après, dans les résultats, les résultats, je pense qu'ils montrent une chose quand même globalement, c'est que les résultats sont plutôt résistants. Il n'y a pas de révision à la baisse sur les indices, sur les sociétés, il n'y a pas beaucoup de révisions à la baisse. C'était des révisions en hausse même aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même assez rassurant pour ceux qui doutent des chiffres macro qu'on peut lire, à partir du moment où les entreprises... et puis sur les résultats, par exemple un Adyen, typiquement aujourd'hui, qui fait je sais pas combien elle est maintenant, moins 15, moins 16, moins 17, ils ratent leur chiffre d'affaires de 2%. Quoi. Alors ok, c'est un peu cher, mais elle est aujourd'hui à 23 fois les résultats, mais c'est des boîtes qui font 15 à 20% de croissance de résultats par an. Donc à moins que là aussi vous doutiez que le business model soit durable parce que l'intelligence artificielle va s'occuper des transactions à la place d'Adyen, je trouve quand même qu'il y a déjà des phénomènes sévères d'exagération peut-être dans cette phase de marché. Un mot pour finir avec vous, là, qu'est-ce qui guide la logique d'investissement, là, une fois qu'on s'est dit tout ça, Vincent, chez vous, General Investments? On reste plutôt pro-risque, mais effectivement avec cette idée de diversification importante, favoriser les marchés émergents sur les actions. On n'a pas discuté aujourd'hui de crédit. La question, c'est est-ce que le marché du crédit peut être chatouillé ou menacé un peu par ce qui se passe aujourd'hui sur les actions? Et effectivement, il y a des inquiétudes sur ce qui est private debt et l'exposition au software. On a eu quelques accidents déjà en fin d'année dernière. On n'est pas très inquiet sur le crédit liquide en particulier. Les taux de défaut ont plutôt tendance à baisser.
Et puis, on a toujours ce phénomène structurel qui est qu'il y a une inquiétude sur la dette des États. Oui. Plutôt que sur la dette des entreprises. Et dans le concours de beauté des marchés, voilà. Finalement, le corporate... le CBO, l'Office budgétaire aux États-Unis a revu ses prévisions cette semaine. Ils ajoutent 1400 milliards de dettes aux États-Unis pour les 10 prochaines années. Ah bien. Ils ont maintenant des prévisions d'une dette publique qui passerait de 100% du PIB aujourd'hui à 172 en 2055, dans 30 ans. Moi, j'ai vu 120 2035, ce qui est un petit point d'étape entre les deux. C'est un point d'étape. Et je comprends. D'accord. Donc voilà, ces questions de dette publique persistent et il nous semble que les spreads de crédit vont rester serrés. Donc on continue de plutôt bien aimer le carry sur cette classe d'actifs. Super. Un mot rapide. Juste une chose où je suis complètement d'accord, c'est quand on voit la quantité de liquidités qui arrive sur toutes les émissions, que ce soit d'État ou privé, que ce soit Amazon ou il y a de la demande. Il y a tellement de liquidités que je pense qu'effectivement les spreads vont rester serrés. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir avec nous, Vincent Chéniaud, General Investment, Sébastien Lalvé, Montpensier-Arbevel et Damien Charlet, Mandarine Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du crédit, stratégie, fixed income pour naviguer en 2026. Nous en parlons avec Stanislas de Baliancourt, qui est le directeur adjoint des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'évoquer avec nous les perspectives 2026 pour cet univers du crédit. Je reviens juste quelques épisodes en arrière. 2023-2024, le crédit sort des performances exceptionnelles. Je crois que c'était même imbattable en termes de performance rapporté à la volatilité. 2025 a été encore une très bonne année pour le crédit, donc 3 à la suite, avec toujours ce phénomène de compression de spread, des écarts de primes de risque qui ont atteint peut-être des niveaux historiquement bas au terme de l'année 2025. La question étant, comment est-ce qu'on gère dans un univers crédit en 2026 qui s'est quand même considérablement renchéri depuis 3 ans? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a passé, même si on prend un peu plus de recul, 10 ans, la décennie 2012-2022, avec des taux extrêmement bas, voire même négatifs, qui ont terminé en 2022 par cette explosion à la hausse des taux et des spreads de crédit, ce qui fait que ça a fait une opportunité extraordinaire. D'une génération, comme on a dit. Oh, je sais pas. Le point d'entrée d'une génération. D'une dizaine, j'espère pas d'une génération. D'accord, d'une décennie. D'une décennie. Voilà, début 2023. Et je pense que depuis 3 ans, ça a tout à fait bénéficié aux performances. Et d'ailleurs, les investisseurs sont largement revenus dans le crédit. Nous, on l'a vu chez Sycomore, au travers soit de nos fonds historiques, soit des fonds datés Sycohild qu'on a refait entre-temps. La bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas seulement une opportunité qui est née en 2023 et qui aurait duré 3 ans. Il y a un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, restent très porteurs, très favorables au fixed income et en particulier au crédit. On a à la fois de la pente dans la courbe des taux, puisque les taux courts se sont fortement rétractés avec les banques centrales. La BCE a coupé les taux de 4% à 2%. En revanche, les taux longs, avec la défiance sur les obligations d'État, et en particulier au-delà de 10 ans, sont restés relativement élevés. Donc cette pente, structurellement, elle rend le marché obligataire plutôt attractif, notamment pour les maturités intermédiaire, ce qui permet de bénéficier à la fois du portage et d'un effet de roll-down, c'est-à-dire chaque année on se rapproche, on se monétarise, donc on a un petit effet de baisse des taux qui vient améliorer la performance. Donc ça, structurellement, c'est positif. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même l'énorme challenge, notamment sur les obligations d'État. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des situations budgétaires qui, à peu près partout dans le monde, sont plutôt dégradées et qui ont fait aussi l'appétit ou le succès pour les obligations d'entreprise, qui, elles, depuis plusieurs années, ont plutôt eu un environnement économique, on va dire, correct, qui ont eu des performances en termes de résultats micro tout à fait satisfaisants, ce qui fait qu'on a eu des taux de défaut assez bas. On a également, mais ça c'est un peu, ça regarde vers l'arrière, mais si on regarde vers l'avant, on a aujourd'hui un ratio d'entreprise un petit peu stressé qui est très faible. En fait, finalement, ce qui est un indicateur des défauts futurs. Et donc, certes, on a des spreads de crédit qui se sont plutôt resserrés au cours des 3 dernières années, mais en fait, ça a uniquement reflété cet environnement tout à fait amélioré pour les entreprises. Ça coïncide avec des fondamentaux réels, si je puis dire. Et sur des aspects plus techniques, une demande assez importante des investisseurs, parce que on a un report un petit peu progressif, un peu moins d'obligations d'État, un petit peu plus d'investment grade, et puis même un peu plus de crossover ou de high yield
en descendant dans les notations pour venir chercher un petit peu plus de rendement. Le risque a changé de camp. L'obligation la moins risquée, parfois, est perçue comme étant l'obligation d'entreprise que l'obligation d'État. Le sans risque se questionne aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant aussi. On a pu expliquer. Alors, là, il faut rentrer dans la mécanique de construction des indices, mais il y a une amélioration aussi de la qualité des indices crédits. C'est toujours important de regarder les indices. Tout à fait. Les gestions sont souvent benchmarkées, même quand elles ne le sont pas, on regarde quand même l'indice de comparaison. En effet, c'est un point qui est très intéressant. Les indices de crédit, ils n'ont pas la même construction que les indices actions. Déjà, pour commencer, c'est les sociétés les plus endettées qui ont les poids les plus importants. Ouais. C'est pas forcément celles qu'on a le plus envie de détenir. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en fixed income ou en gestion obligataire, on va dire au sens large, la gestion active enregistre encore de très bonnes performances. Oui. Et donc, le challenge des ETF et de la gestion passive est beaucoup moins présent. Et les gérants actifs continuent à battre les benchmarks, à présenter une vraie valeur ajoutée pour les investisseurs. Et on n'a pas du tout aujourd'hui vraiment la lame de fond qu'on retrouve sur la gestion action avec les gestions ETF benchmarkées low cost. Donc là, on arrive vraiment à faire quelque chose en gestion active. Le deuxième point, c'est que souvent, ça c'est la question, elle est plutôt au travers des spreads de crédit. On dit aujourd'hui, on est plus bas que les moyennes historiques sur 10 ans ou sur 15 ans ou sur 20 ans, notamment en high yield, donc les notations en dessous de triple B à partir de WB+. Ce qui est vrai, mais la seule chose, c'est que si on regarde en 2009, 2010, 2011, on avait uniquement 40% du high yield qui était WB. Aujourd'hui, c'est 67%. D'accord. Donc on voit bien qu'au sein de l'indice, on va dire la qualité... la meilleure qualité du high yield. La qualité moyenne intrinsèque dans ces marchés a plutôt monté. Et le deuxième point, c'est qu'on a depuis 5 ans, chaque année, plus de ce qu'on appelle les rising stars, c'est les entreprises qui passent de high yield à investment grade, que de fallen angel dans l'autre sens. Donc ça montre aussi que dans un environnement économique quand même assez difficile, on va dire, pour les entreprises, on a une certaine prudence et donc on va plutôt venir tendanciellement améliorer un petit peu les bilans et prendre un petit peu moins de risques. Ouais, il y a une discipline financière qui s'est installée. Tout à fait, de la part des directeurs financiers. Monde de polycrise, comme on dit. Qu'est-ce que l'IA peut amener comme bouleversement dans ces marchés de crédit, puisque l'IA devient un sujet crédit, un sujet de dette pour les entreprises qui financent et qui participent à la construction de l'IA. Tout à fait. Je pense qu'il y a un point, enfin, c'est pas l'IA en tant que gestion, là, le sujet. Le sujet, c'est les énormes capex qui sont nécessités pour faire les data centers, l'IA, tous ces hyperscalers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que jusqu'en 2025, jusqu'à mi-2025 environ, tous ces énormes capex étaient fundés par les free cash flow générés par les entreprises. Depuis, les besoins sont tellement importants qu'elles commencent à s'endetter. Comme ces entreprises très rentables et peu endettées, elles ont globalement, ces entreprises américaines, des ratings élevés. En revanche, les montants de dette émis sont très importants aujourd'hui. Et on voit parfois que sur le crédit, ou pour le coup, quand on prête à Oracle à 7, 10 ou 15 ans, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Et on voit qu'il y a un traitement un petit peu différencié en fonction de l'entreprise entre la partie action et la partie crédit. Parfois, la partie crédit est plus prudente. Donc ça, c'est un point qui est toujours intéressant à noter dans l'analyse. Le deuxième point, c'est que quand on voit les capex annoncés, et on l'a vu avec Google cette semaine, et ce méga deal, notamment, il y a eu une tranche petite, mais à 100 ans en livres sterling. Donc c'est toujours assez intéressant. Peut-être que ça donne la vue de Google à 100 ans sur la valeur de la livre. Oui, c'est ça. À l'avenir, c'est pas forcément très positif. Mais le point qui est intéressant, c'est de dire, voilà, si tous réalisent peut-être la moitié des capex par financement de dette, on va avoir énormément d'émissions sur le secteur. Certes, investment grade, mais ça peut techniquement amener un peu d'écartement de spread. Aujourd'hui, c'est principalement aux États-Unis, mais on pourra avoir des émissions de type reverse Yankee, c'est-à-dire en fait des entreprises américaines qui viennent sourcer en partie dans l'épargne européenne pour ces deals-là. Et ça, pour nous, c'est pas forcément un risque de marché, c'est plutôt un risque de liquidité et surtout de flux de papier très important qui amènerait à une forme d'écartement technique des spreads par une suroffre temporaire dans le secteur. Et il y a un deuxième point, c'est que si l'une d'entre elles, mais on parle à 5 ou à 10 ans, et parce qu'il y en aura, on le sait très bien, des accidents, venait aussi sur ces tailles d'émissions à sortir de l'investment grade pour redescendre de la yield. Là, on arrive sur des tailles d'émissions qui sont quasiment comme quand les souverains font leur programme d'émission. Des appels de marché correspondant à des États. Exactement. Donc il faut être... je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un risque ni pour 2026, ni pour 2027, mais il faut faire assez attention, surtout sur les tailles qui vont être mises. Et donc, il faut regarder ça avec beaucoup de discernement.
En tout cas, pour l'instant, la demande est là. Alors, c'est du Google, c'est une qualité incroyable et ça vaut les États, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le premier trimestre va être, j'imagine, très dynamique en matière d'émissions primaires, souverains et corporate confondus. Alors, janvier a été un mois Quasi très historique. élevé, Ouais. parce que les spreads étaient bas, la liquidité était là, il n'y avait pas d'accident de marché. Puis personne n'a envie trop d'attendre non Non, plus quand pour on a émettre ça. quand on a Après, ces conditions-là. Pour toute la partie hyperscaler et CAPEX à fenêtre, Oui. ça va se faire tout au long de l'année et ça va même se faire sur plusieurs années. Bien Donc là, il y a toujours un peu un effet calendaire en janvier où tout le monde veut placer ses deals en début d'année quand la liquidité est là, mais ça va se prolonger tout au long de l'année et même dans les années à venir. Ouais, bon. Stratégie, si je reviens à la question de départ, effectivement, comment on aborde 2026, avec quelle ligne stratégique en tête pour conduire des fonds ou des portefeuilles de crédit? Alors, pour nous, il y a être très sélectif parce que les spreads sont quand même resserrés, donc il faut faire très attention dans la sélection qu'on fait des obligations, des entreprises, des émetteurs qu'on choisit. La deuxième chose, c'est qu'avec la pente de la courbe, il y a un intérêt et une pertinence à prendre un petit peu plus de duration, être plutôt sur 5-7 ans que sur 3-5 ans. C'est aussi pour ça qu'au bout de 3 ans, enfin à peine plus de 3 ans, notre fonds Sico Yield 2026, qui avait largement dépassé les rendements qu'on anticipait au départ, ce qui est quand même rare dans les fonds datés, on l'a mis en commun avec le fonds 2032 en disant voilà, on a obtenu cette performance. Aujourd'hui, avec des taux courts plus bas, il est quasi monétarisé, avec du coup un rendement attendu pour ces derniers mois très faible. Et en revanche, avec cette pente, plus on se projette loin, plus on va avoir la possibilité d'avoir des rendements attractifs sur le futur. Et ça, pour nous, donc la formule fondatée, ça reste un schéma pertinent. En fait, la formule fondatée, elle donne une lisibilité sur ce qu'on peut attendre. C'est vrai que toute la partie des investisseurs institutionnels avec qui on travaille, on va davantage travailler sur nos fonds classiques obligataires non datés, puisque eux, ils ont des benchmarks, il y a la recherche finalement d'un investissement permanent. En revanche, l'avantage des fonds datés, c'est la lisibilité et la clarté de la promesse et de ce qu'on peut attendre en termes de performance sur une échéance de temps qui soit visible. Ça va être soit 2030, soit 2032, donc 3-4 ans ou 5-6 ans. Donc quelque chose qui, dans l'épargne, correspond bien à ce qui est recherché pour construire des portefeuilles. Et vous dites là, en allant chercher juste un peu de duration en plus dans l'univers crédit corporate, tout à fait. On trouve des performances qui sont encore intéressantes. Sur avec la pente de la courbe, en rallongeant de 2 ans, de 30 à 32, un type de portefeuille équivalent, on va gagner environ 0,5% de rendement en plus. D'accord. Mais on va aussi bénéficier d'un deuxième aspect assez positif pour nous, c'est le marché primaire. Aujourd'hui, quand les entreprises viennent, nous sommes en 2026, c'est du 5-7 ans, donc 5 ans c'est 2031, 7 ans c'est 2033, donc avec un fonds de 2032, vous pouvez participer au primaire. Tout à fait, du 2031, du 2032 comme du 2033. Et ça pour nous c'est très attractif parce qu'aujourd'hui, souvent dans ces émissions, on va avoir une prime d'émission, donc une obligation un peu plus attractive que celle qui existe déjà pour amener les investisseurs dessus. Et donc c'est aussi tout le jeu et je pense tout l'intérêt dans cette année de 2026 pour ces fonds orientés sur 2032. Merci beaucoup Stanislas. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur la situation du crédit au démarrage de cette année 2026 et les stratégies que vous proposez, que vous mettez en œuvre pour cet univers de fixed income, comme on dit. Stanislas de Baliancourt, directeur adjoint des investissements de Sycomore Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.